La pêche a été bonne, mais il n'y avait pas beaucoup de poulpes. On est sorti pendant la nuit, on avait déjà rassemblé de l'argent. On avait acheté un petit bateau et 2 moteurs, et on a essayé d'immigrer. Mais le lendemain matin, le moteur est tombé en panne. Ils étaient en train de pleurer, d'appeler à l'aide. Je me suis approché de leur embarcation pour voir leur situation et je me suis rendu compte qu'ils avaient besoin d'aide. Comme chaque matin, Zarzis s'est réveillé très tôt, au son des mareyeurs, bien avant le lever du soleil. Nous sommes au sud de la Tunisie, à quelques kilomètres de l'île de Djerba. Dans cette ville du bord de la Méditerranée, la pêche est plus qu'une économie, c'est une culture, un bout du patrimoine. Là, ils sont en train de... Déjà, ils ont travaillé hier soir. Et ils font la pêche de la sardine au Sandor. Et ils sont arrivés le matin, bonne heure, vers 5 heures. La pêche, c'est des familles. Salam. C'est plutôt tous nos anciens, nos grands-parents, c'est des pêcheurs, c'est notre base. On apprend ça depuis notre enfance. Bon, je vais vous le dire, même si c'est pas le genre de choses qu'on aime beaucoup dire à la télévision. Ça va en Libye. Les prix sont trop élevés pour ici. Ça, c'est de la belle qualité. Ce ne sont pas des prix pour la Tunisie. Des poissons qui font la fierté de la région, mais une tradition qui se perd petit à petit. Sur les quais du port, les visages trahissent souvent des années d'efforts. Au moins de petit accrochage, ça peut se déchirer et tu te retrouves à devoir refaire le filet. C'est assez difficile, hein, de 7h jusqu'à 16h. Et la paix n'en vaut même pas la peine quand tu prends en compte le froid et l'effort nécessaire. 50 dinars la journée, c'est pas assez. Un métier trop dur, pas assez rentable dû aux réductions des zones de pêche. Le statut n'attire plus. Alors aujourd'hui, quand les jeunes prennent la mer, ce n'est plus pour jeter les filets, mais pour fuir un pays auquel ils ne croient plus. Mon rêve, c'est de partir en France. C'est vraiment mon rêve de partir y travailler. Comme pas mal de gens de ma génération qui sont partis. Ils se sont installés là-bas et se portent très bien. Certains sont partis alors qu'ils vivaient dans la pauvreté et ils sont devenus riches. À 19 ans, Sharfeddine fait partie de ces jeunes Tunisiens qui ont grandi dans la période post-révolution. Petit frère d'une jeunesse qui en 2011 s'est soulevée pour renverser la dictature de Ben Ali. Mais 8 ans plus tard, la liberté coûte cher. Le dinar ne cesse de chuter et entraîne avec lui l'espoir d'une vie meilleure. Avant, c'est que des chômeurs qui partent. Maintenant, même les gens, ils ont des diplômes ou qui sont dans des postes, déjà, ils occupent des postes dans le privé ou dans l'étatique, ils partent eux-mêmes. Une reprise de la migration qui, pour ce conseiller municipal, n'est pas uniquement liée à un problème économique. Avant, ma génération, à moi, il n'y avait que la chaîne tunisienne, il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait pas Internet, donc on était vraiment coupé du monde. On vit ici à Zarzis, on n'est pas ouvert sur le monde, on ne sait pas même pas qu'est-ce qui se passe juste à côté aujourd'hui avec Internet et la mondialisation et l'ouverture des jeunes via les smartphones, via tous ces systèmes de communication rapide. Ils savent et ils cherchent à savoir, ils trouvent l'information, ils trouvent les images, ils trouvent les vidéos partout dans le monde, comment ils vivent en Europe, comment ils vivent en Australie, Canada, les États-Unis, je sais pas, partout dans le monde. Ils voient que le niveau de vie et le cadre de vie est meilleur là-bas. Au niveau, le cadre de vie, ça veut dire l'infrastructure. Fuir, plutôt que tenter de construire dans son propre pays, preuve d'une grande défiance envers la politique, d'une grande impatience aussi.
La liberté ne suffit pas pour rester. Ici, l'avenir s'appelle Lampedusa, à quelques heures de bateau seulement. Et désormais, plus de passeurs ou de filières organisées. La génération smartphone n'a besoin de personne. Allez, gars, comme ces petits bateaux là, regardez. Il y a 5 mètres. La longueur, c'est 5 et 4 mètres. Entre 4 et 5 mètres. Ça contient entre 10 et 14 jeunes. Et les enfants, les jeunes, ils vont se regrouper pour dizaines ou quinzaines de personnes. Ils partagent entre eux. Il achète le bateau, le moteur, il prend un moteur de secours, l'essence. Maintenant, avec la technologie, maintenant on a l'Internet. Ils connaissent la météo, ils voient tout sur Internet. Ils connaissent bien même la destination. Ils prennent les coordonnées, ils achètent un GPS, la boussole. Et ils partent tout seuls. Seul. Tout le monde il a les nouvelles téléphones, là. Internet, tu vas voir, tu vas taper Windfinder, Google Windfinder, tu fais la carte et elle te donne la météo. Chaque 3 heures, elle te donne comment ça se passe, le temps, le vent, le signal. C'est partout, c'est international. Tout le monde le connaît ça. On est sorti pendant la nuit, on avait déjà rassemblé de l'argent. On avait acheté un petit bateau et 2 moteurs. Et on a essayé d'immigrer. Le 28 août, vers 11h du soir, je suis sorti du port pour une expédition de pêche qui devait durer 4 ou 5 jours. On allait attraper le requin. C'est au sud de Lampedusa, pas trop loin. On y travaille toujours pendant cette période de l'année. Mais le lendemain matin, le moteur est tombé en panne. Ils étaient dans un sale état, en panne, leur bateau en train de prendre l'eau. Ils étaient 12 ou 13 jeunes, dans les 14-16 ans. Ils étaient en train de pleurer, d'appeler à l'aide. Le marin nous a dit qu'il allait contacter les gardes-côtes tunisiens pour nous sauver. On a refusé et on a été plusieurs à menacer de s'immoler si les autorités tunisiennes étaient contactées. Nous, on va vers l'Italie, il faut qu'on arrive en Italie. Le problème était que l'endroit où j'avais trouvé les migrants est une zone interdite. Il sert de passage à énormément de bateaux de transport. Il nous a remorqués, puis il nous a laissés quelque part en nous disant qu'à cet endroit, les gardes-côtes italiens viendraient nous chercher si Dieu le veut. En débarquant là-bas, on a aperçu le chalutier qui se faisait escorter jusqu'au port. Je suis resté 25 jours à la prison d'Agrigento en Sicile, puis le ministre m'a enfin libéré. Les autorités italiennes ont accusé Shamseddine Bourassine d'être un passeur. Accusation contredite ensuite par les images de surveillance de Frontex. Mais cette accusation est surtout un message politique adressé à la société civile comme aux ONG de secours en mer. Désormais, l'aide aux migrants sera criminalisée. Pour contrer cette négation du droit international et maritime, plusieurs ONG ont décidé de venir à la rencontre des pêcheurs de Zarzis pour s'organiser. Toute notre solidarité à vous. Vous avez fait un extraordinaire travail de solidarité. Et pour moi, c'est un honneur de vous connaître et de pouvoir vous remercier pour ce que vous avez fait dans la mer. À la politique du gouvernement italien et des autres gouvernements européens qui ont cherché dans les derniers mois de faire un désert dans la Méditerranée centrale et d'allonger tous, de tenir loin toutes les activités humanitaires de sauvetage. L'idée de cette réunion pour partager les expériences, pour partager l'idée de se combattre contre l'Europe, de lui dire que le sauvetage c'est pas un crime, et que l'Europe sache qu'il faut sauver ces gens dans la Méditerranée, c'est pas de les laisser mourir. C'est très important pour nous de construire une relation permanente avec les pêcheurs des Zarzis.
nous voulons être là où les gouvernements ne sont pas plus. Ce jour-là, 3 organisations ont fait le déplacement. L'objectif est une meilleure coordination entre les sauveteurs au large. Mais cette réunion n'aura finalement pas lieu. Autorisés et bienvenus dans un premier temps, les autorités tunisiennes ont finalement interdit au 3e bateau humanitaire d'accoster. Les 2 ONG seront confinées au port, puis invités à reprendre la mer le lendemain. La pression mise sur les organismes de secours semble en partie faire son effet. L'Aquarius, le plus gros bateau de sauvetage présent en Méditerranée, a décidé de stopper son activité. L'hiver s'installe sur le sud de la Tunisie. Les départs de migrants ont ralenti, mais ils reprendront en masse dès le printemps. Selon le gouvernement italien, en 2018, plus de 5000 personnes se déclarant comme tunisiens ont débarqué sur les côtes italiennes. C'est désormais la nationalité la plus représentée devant l'Érythrée. 5000 recensés, auxquels il faut rajouter tous ceux qui ont réussi à passer. On estime généralement qu'il faut multiplier leur nombre par 3. Zarzis, témoin et point de départ d'une jeunesse en fuite.